Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury pour une fois encore ensemble avec nos invités décrypter l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Ce matin, au menu de nos discussions, nous allons largement débattre de la situation en termes d'inflation de prix des produits de première nécessité sur le marché, notamment le cas du maïs qui est passé de 450 voilà, à 550 dans certains marchés et à 600 voire 650 dans d'autres. Donc instabilité des prix, nous allons en parler et aussi évoquer les raisons qui peuvent expliquer la pénurie de cette denrée alimentaire assez importante dans la ration des Togolais. Nous allons également, si le temps le permet, aborder la question politique, notamment la gestion de l'après-scrutin présidentiel, sans oublier la contestation de CAP 2015. Et si un troisième sujet, peut-être par rapport à la journée internationale des infirmiers, que dites-vous du travail de ces hommes et femmes déterminés à sauver des vies? Le cas des hôpitaux de notre pays, le Togo. Voilà donc les sujets autour desquels nous allons échanger ce matin et c'est avec trois invités. Joël Ega, directeur de publication du journal La Fraternité. Bonjour Joël et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour auditeurs, auditrices et puis spectateurs et téléspectatrices, sans oublier les internautes. Voilà, sans oublier les internautes. Voilà, et puis notre second invité, c'est bien sûr Emmanuel Vivien Tommy, directeur de publication du journal Plume Libre. Je rappelle qu'il est également sur le web, mais quand il va répondre à notre salutation, il va peut-être nous rappeler le lien pour pouvoir également lire ses œuvres. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs et aux auditeurs et auditrices. C'est vraiment un plaisir de se retrouver ici au studio. Et pour ceux qui veulent lire les informations de Plume Libre, tapez tout simplement plumelibre.tg et vous avez tout, 24 sur 24. Voilà, plumelibre.tg et vous avez tout, 24 heures sur 24. J'espère que Plume Libre n'est pas aussi frappé par le vent de blocage qui souffle ces derniers jours, parce que les Togolais éprouvent beaucoup de difficultés à accéder au site. Nous allons, si le temps le permet, peut-être demain revenir sur ce sujet avec Atopel et Opel, ce qui veut dire que si Emmanuel Vivien Tommy est disponible, il sera encore des nôtres demain. Mais ce sera avec plaisir. Vous savez qu'on a déjà un problème majeur, c'est celui de la connexion Internet. Et malgré toutes les promesses de nos gouvernants, et toutes les promesses des sociétés en charge de la téléphonie, on a toujours des problèmes à télécharger, même de petits documents, donc il faudra en parler. Et puis bon, maintenant par rapport au blocage, je crois que ça mérite effectivement du temps. Voilà, ça mérite effectivement du temps. On y reviendra et ce sera demain si tout va bien, même émission, même plateau, même chaîne, avec les médias partenaires. Notre troisième invité s'appelle Achille Mensan, journaliste freelance et blogueur. Bonjour Achille et bienvenue. Je rappelle que c'est votre première au plateau de l'émission Grand Jury. Oui, bonjour Rodrigue, bonjour à tous ceux qui nous suivent par la télévision E47 et radio partenaire de la radio KNTB. Voilà, radio KNTB à Lomé, radio VGK Palimé, radio Lumière à Anero. Tout est parti pour permettre également aux Togolais de la diaspora de vivre l'actualité de leur pays. Et c'est par l'entremise de deux liens, www.ebenradio.com et www.togovision.com. Ceci étant rapidement, Achille, on va démarrer avec vous, puisqu'hier on était au téléphone parlant de la flambée des prix des produits de première nécessité, le cas du maïs. Lorsque nous nous rendions compte qu'au marché d'Adik de Gomé, le prix était entre 550 et 600. Vous nous informiez qu'à Baguida, au marché de Baguida, c'était entre 600 et 650. Oui, effectivement, comme tu viens de le dire, autour de 10h, 11h, j'avais fait un petit tour au marché de Baguida. C'est là j'étais étonné parce que 72 heures à l'avance, le prix du bol était à 400-450 francs. Et hier, j'ai fait un petit tour. D'habitude, je vais faire mes courses là. Et c'est là que je me rends compte que le prix est monté de 550 à 600 francs. Et là, je posais la question, bon, dame, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là les dames me disaient que non, au fait, il n'y a plus le maïs dans la région maritime, que se sont rabattus dans les zones septentrionales, notamment Sotuboa, Mango et Dapaon. C'est là qu'ils sont allés trouver le maïs. Et puis, le prix a augmenté là-bas, surtout que le transport, maintenant, il n'y avait plus les petits moyens de transport. Ce sont les gros camionneurs. Mais eux, là, ils ne viennent pas tout le temps. Donc, c'est ça qui a fait que là-bas, elles achètent le bol à 450 francs au lieu de 400 ou bien 375 auparavant. Donc, ça fait que le transport ajouté à tout ça, là,
et sont obligés d'augmenter le prix du bol du maïs de 550 à 600 francs. Voilà, ça c'est la grande information. Hier, une équipe de la télévision était au marché d'Adjidé Gomé pour faire le même constat, ce qui complique un tout petit peu, selon les dires, la vie aux différents foyers. Mais Emmanuel Vivien Tomi, est-ce que vous comprenez cette flambée du prix du maïs? Ça, c'est clair que quand il y a un problème au niveau des agriculteurs, ça va se ressentir dans les marchés. Aujourd'hui, la pluie n'a pas été aussi régulière et il faut reconnaître que certains paysans ont du mal avec leur production, surtout les céréales, en l'occurrence le maïs. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre quand on est citoyen togolais, c'est malgré les propos de Agadazi, c'est-à-dire le ministre de l'Agriculture, qu'on en soit là. Qu'est-ce qu'il nous avait promis? Le Togo a même envoyé des céréales à l'extérieur. Nous avions donné du maïs aux pays voisins. Vendu en réalité. Et parce qu'on nous avait dit qu'il y avait assez de stock. Mais qu'est-ce qui fait traîner les choses? Pourquoi on ne sort pas ce stock? Pourquoi le ministre de l'Agriculture ne dit rien? Ça fait déjà plus de 3 jours et c'est devenu insupportable sur le marché. Vous savez, la pauvreté a tellement pris de pas dans notre pays que les familles ne se retrouvent pas. Les Européens se moquent des Africains en général parce que nous, on mange 3 fois par jour et on croit que vraiment c'est le sommet. Alors qu'eux, il y a des pays où on mange 16 fois par jour, il y a des pays où on mange 8 fois par jour, et au minimum c'est 4 ou 5. Alors, au Togo, il y a des familles qui mangent une seule fois par jour. Et quoi en plus? Quelle qualité? Maintenant, au moins, nous avions le maïs. Et vous savez, c'est dans nos habitudes, contrairement aux Européens, nos plats, c'est plutôt plus les céréales. Bon, c'est à peine si on voit quelques morceaux de viande ou de poisson, c'est assez rare. Et si maintenant on n'a même plus le maïs, ça veut dire que nous aurons des plats de l'eau. Or, l'eau même dans certains milieux, si vous voyez la couleur de l'eau, c'est la couleur du sol. Je crois que gouverner, c'est prévoir. Et chaque département doit assumer sa responsabilité. Il faudra que le ministre de l'Agriculture fasse une conférence de presse d'ici demain soir pour nous expliquer ce qui se passe sur le marché et pour nous dire les mesures que le gouvernement attend, le gouvernement veut prendre pour remédier effectivement à ces problèmes. Les Togolais vous ont choisi comme président de la République, M. Faure Gnassingbé, pour que vous puissiez régler leurs problèmes. Les Togolais ont placé leur confiance à un gouvernement pour que le gouvernement trouve des solutions à leurs problèmes. Mais si ça va continuer comme ça, déjà on nous dit que dans certains milieux, certains tentent même de monter le prix à 700 francs CFA. Et à l'intérieur, c'est la même chose, ce n'est pas seulement à Lomé. Je crois que là, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a des familles qui ne vont plus manger carrément. Donc, je crois que je ne vais pas parler d'ultimatum, mais c'est un appel sincère que je lance en tant que média au ministre de l'Agriculture pour qu'il prenne sa responsabilité, qu'il nous explique d'abord ce qui se passe aujourd'hui et qu'il nous dise les mesures que le ministère de l'Agriculture entend prendre. Parce qu'apparemment, on doit avoir du stock. Il faut sortir les stocks. Sinon, les populations souffrent. Voilà. Et Joël, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une situation qui surprend? C'est une situation qui indigne plutôt. Est-ce que ça surprend? Ça indigne parce que nous sommes encore en pleine exécution du PNIASA. Le PNIASA qui est financé à hauteur de 600 milliards sur 5 ans. C'est-à-dire que chaque année, au moins, ils ont 200 milliards. Et quand vous voyez l'exécution qui est faite du PNIASA, c'est-à-dire que l'argent sert plus à acheter les véhicules, les Avenza, les nouvelles créations de l'usine Toyota, que de s'occuper vraiment des problèmes des agriculteurs sur le terrain. Moi, j'étais à Sotobois il y a de cela 6 mois. Les techniciens qui doivent encadrer les paysans, ils se plaignent d'abord pour des difficultés d'accès, difficultés d'accès d'abord aux lieux, difficultés d'accès même aux engrais, difficultés d'accès aux intrants et autres là. C'est-à-dire que le PNSA, c'est plus sur les médias que sur le terrain. Moi, j'étais étonné la fois dernière de voir dans Togo Presse, par exemple, il y a 3 appels d'offres qui ont été publiés pour attribution dans le cadre du PNSA et ces appels d'offres n'ont concerné que la réfection des bureaux
des bureaux et des directions régionales, des directions préfectorales. Mais quand est-ce qu'on ira sur le terrain? Vous trouvez, est-ce que vous trouvez normal que les engrais qu'on doit remettre aux paysans, on a thésaurisé et c'est pendant la campagne électorale qu'on a sorti ces engrais-là pour dire qu'une seule personne... C'est peut-être une coïncidence, le calendrier. Non, soyons sincères. C'est-à-dire que vous savez, toute cette thésaurisation, toute cette récupération politique, voilà les conséquences qu'on a aujourd'hui. Où j'ai comme l'impression que pour remercier l'électorat pour l'avoir reconduit, Faure Gnassingbé les prive de nourriture. On les prive de leur bol de maïs. Et paradoxalement, j'ai comme l'impression qu'au Togo, l'histoire se répète. Nous étions en 2005, dans la même période, il y avait eu la même crise. En 2005, dans la même période, il y avait eu la même crise. Juste après les élections, le maïs a manqué sur le marché. Et on est en 2015, 10 ans après les élections, le maïs a manqué. Et ça, c'est le maïs. Parce qu'il se suppute que même le pétrole sera bientôt augmenté. Parce que oui, on va aussi en parler tout à l'heure. A repris sa hausse, donc le gouvernement togolais ne laisse pas passer le temps. Hein, et on va bientôt augmenter le prix du carburant. Donc ça veut dire qu'en fait, moi j'avais dit tantôt que Faure a été mal élu parce qu'en 2010 il a été élu à 60%. Non, il faut rappeler qu'en 2010 il n'y avait pas tellement de candidats. En 2015 on a 5 candidats et avec 58,77%, c'est énorme. Justement, en 2010 il y avait plus de candidats qu'en 2005. Il y avait 7 candidats en 2010 quand il a été élu avec 60, quelques %. Mais en 2005, avec moins de candidats, il a été moins élu. Mais ça veut dire que, tout le monde a compris que le social reste la tache noire sur le visage des prestations que Faure a fait. Et ça malgré les efforts, il faut le préciser. Oui, et ça malgré les efforts. Mais le paradoxe, c'est qu'il a fait plus d'efforts qu'en 2010. Mais c'est en 2015 où il a réalisé des routes, on a lancé le FNFI, etc., que les Togolais l'ont plus sanctionné, l'ont moins apprécié dans les urnes. Donc ça veut dire que le social demeure. Parce que le social, c'est ce qui touche directement le Togolais. Mais maintenant, voilà que le social, au sorti déjà de ces élections-là, le social revient à la une. Et les Togolais ont du mal à aller payer le maïs. Et pour ajouter à ce que mes prédécesseurs ont dit, aujourd'hui le maïs est à 650 francs. Mais selon certains, les responsables, les plus gros convoyeurs disent que si ça continue dans une semaine, on ira à 1000 francs le maïs. Mais avec quoi le Togolais va s'acquérir ce maïs-là? Et ça veut dire que les gens vont commencer à mourir de faim pendant que le PNIASA est en exécution. On a une agence qui doit s'occuper de la sécurité alimentaire. L'ANSAT. L'ANSAT qui est comment vous l'appelez, l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo. La sécurité alimentaire. Mais le paradoxe, c'est que voilà aussi le leadership avec lequel on nous a gouverné durant 5 ans. Le directeur de l'ANSAT se trouve être le ministre de l'Agriculture. C'est-à-dire que Agadazi assure la sécurité alimentaire et rend compte à lui-même. Est-ce que vous voyez? Moi, je voudrais m'arrêter là. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voudrais plutôt qu'on situe les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais... Oui, mais avant de situer les responsabilités... Il faut faire une différence entre le rôle de Faure Gnassingbé et le rôle des ministres. Parce que si on prend l'agriculture, Faure Gnassingbé, sachant qu'il ne pouvait pas être partout en même temps, il a confié ce rôle à Agadazi, qui doit l'assurer et pleinement, et qui doit effectivement rendre compte à Faure Gnassingbé. Le problème se pose aussi du moment où c'est le directeur général de l'ANSAT qui est en même temps le ministre de l'Agriculture. Bon, au moins s'il y a des percées, si les Togolais avaient des céréales à verser dehors, ben là, on va le féliciter, on va dire bon travail, monsieur mon colonel. Mais attention, il y a pénurie. Et là, on nous dit qu'il doit y avoir un stock quelque part. On a servi des discours. Il faudra qu'on rappelle M. Agadazi à son rôle. Il faudra qu'on lui rappelle qu'il doit assumer et il doit effectivement trouver une solution. Moi, je pense que la question de Faure, est-ce que Faure est bien élu ou mal élu, mais il était le meilleur parmi ceux qui se sont présentés. Il a eu le meilleur score. De toute façon, il est le président en plein temps de tous les Togolais, que quelqu'un ait voté pour lui ou non. Mais aujourd'hui, par rapport aux tâches
il faudra que les ministres assument leurs responsabilités. Et je dis, je le répète, vous allez m'appuyer, nous interpellons Agadasi, il n'a qu'à faire un point de presse ou une conférence de presse d'ici demain soir pour nous expliquer ce qui se passe et pour nous dire ce que son département attend faire. Parce que c'est trop facile de mettre tout sur le dos de Faure. C'est Agadasi qui est le ministre. Maintenant, s'il ne peut pas, il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à démissionner, en tout cas, oui. Je vais aborder Achille. Joël pour dire que vraiment, c'est quoi qu'on dise, gouverner, c'est prévoir. Et c'est Faure Gnassingbé aujourd'hui qui est. Il faut rappeler qu'il vient d'être élu. Oui, je sais, mais c'est dans la continuité. C'est dans la continuité. Faure Gnassingbé n'est pas. C'est un président sortant. Oui, ça veut dire que c'est lui qui incarne le gouvernement. Et gouverner, c'est prévoir. Dans les pays voisins, il arrive des fois où les présidents font des descentes sur le terrain. Je prends le cas du Bénin. Yéboli, il arrive parfois, il fait la descente sur le terrain dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, de la santé. Pour constater ce qui se fait. Pourquoi depuis 2005, M. Faure Gnassingbé n'a jamais fait une descente sur le terrain pour constater les problèmes? Ça, c'est ce qu'on se pose comme question. C'est lui qui incarne le gouvernement. Et gouverner, c'est prévoir. Le même problème s'est posé en 2005. Et le prix du maïs est allé jusqu'à 1000 francs. Je rappelle, jusqu'à 1000 francs. Et aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 48 heures de cette flambée-là. Nous sommes à 600. Et si ça continue dans les jours à venir, qu'adviendra? C'est la grande question, mais je reste avec vous, Achille, parce qu'aujourd'hui, l'autre constat à faire, c'est que les prix varient selon les marchés. Hier à Dido Gomé, c'était à 550, à Baguida, entre 600 et 650. Ailleurs, on parle déjà de 700. Pourquoi cette instabilité au niveau du prix? Parce que normalement, au ministère du Commerce, il y a une commission chargée de la vérité des prix. Est-ce que ça fonctionne? Ça existe toujours? Est-ce que ce comité fonctionne? Parce qu'au niveau de chaque ministère, je pense qu'il doit y avoir des comités de suivi au niveau de chaque ministère. Même au ministère du Commerce, ce qui va se passer maintenant, on pense qu'au bord de maïs. Est-ce que le transport, ça ne va pas avoir des problèmes sur le transport? Parce que ceux qui sont à Baguida, ils estiment quand le maïs vient à Lomé, il doit se déplacer de Baguida pour aller acheter avant d'aller chercher le bol. C'est ça le problème. Ça dépend du coût du transport. Donc les prix doivent forcément varier de quartier en quartier, de village en village. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. S'il vous plaît, Rodrigue, nous sommes dans une république. Et ceci étant, ça veut dire que, comment vous l'appelez, le pouvoir de régulation est confié à quelqu'un qu'on appelle autorité. Mais si l'autorité n'assume pas sa responsabilité, ça donne quoi? Ça donne quoi? L'anarchie. C'est sûr que nous assistons. C'est-à-dire que le prix est à 600 ici, à 150 là, c'est à 700, ça veut dire qu'on peut se permettre, quelqu'un peut se permettre. Plus il est loin de Lomé, plus il a le pouvoir de spéculer, il peut se permettre déjà, parce que quand je fouille, c'est certainement que c'est à 800 quelque part. Mais juste parce que l'autorité est absente, l'autorité ne joue pas son rôle. Mais quand on est face à cette situation, mais quand je m'attaque à toi, par exemple, en tant que ministre, qui t'a fait ministre? Quand je dis que Faure a été moins élu, je ne dis pas Faure a été mal élu. Mal élu, ça encore, c'est un autre débat. On reviendra sur ça. C'est-à-dire, si je comprends bien, le pourcentage à l'arrivée du scrutin justement, est je dis inférieur a été moins élu qu'en 2010. Et cela, je suis sûr que dans les accords de unir, ça fait réfléchir. Ceux-là qui sont vraiment ouverts d'esprit. C'est-à-dire qu'en démocratie, au terme de chaque joute électorale, il faut s'asseoir pour décrypter le message que le peuple vous a envoyé. Mais refuser de le dire, mais je crois qu'on ne contribue pas, on n'aide pas fort, on ne l'aide aucunement. Et c'est cela, en fait, c'est du fait qu'on l'a mal aidé en 5 ans que les Togolais l'ont sanctionné dans les urnes. Parce que moi, je trouve que c'est une sanction. C'est une sanction. Il faut le prendre comme tel. Parce qu'il faut que nous... Mais il y a aussi un aspect à ne pas oublier. C'est vrai que nous ne sommes pas sur ce débat, mais par rapport au taux d'abstention, peut-être que si ce taux d'abstention n'était pas aussi élevé... Mais tout ça, vous savez, c'est un package. Le taux d'abstention, le taux d'abstention a ses raisons. Ceux qui sont abstenus, mais c'est un message aussi qu'ils envoient. Il faut aussi décrypter cela. C'est-à-dire que, vous savez, moi je crois que c'est l'occasion de ce débat doit nous permettre d'éclairer non seulement les autorités, de leur faire remarquer ce qu'ils ne remarquent pas, mais aussi d'éclairer les citoyens, parce que nous avons un rôle d'information et comment vous l'appelez, et d'éducation et de sensibilisation et d'éveil. Merci pour le mot. Alors, parlant maintenant de la responsabilité du ministre Agadasi ou pas, parlant de la crise, moi je dis, ça fait 5 ans que des jeunes Togolais ont été envoyés en Israël
pour aller se former en ingénierie agricole. À quoi servent ces jeunes aujourd'hui? Il y en a qui sont déjà revenus. Est-ce qu'on va continuer la culture de la prédation, la culture du smash, de tout ce qui peut se révéler être une menace pour nous, au point de sacrifier l'intérêt du pays? Mais ces jeunes sont là dans les bureaux, dans les couloirs. Mais pourquoi on ne les met pas sur le terrain, on ne les met pas en valeur, on ne les utilise pas, on ne capitalise pas cet investissement qu'on a fait en finançant leurs études en Israël? Mais attendez, je crois que pour le PNIASA, celui qui est le mieux habilité pour l'exécuter, ce sont ces jeunes-là. Parce que le PNIASA veut apporter du nouveau, ces jeunes sont partis apprendre du nouveau. Mais qu'on les mette à l'épreuve, qu'on voit en quoi est-ce qu'on peut tirer bénéfice de cela. Je voudrais qu'on arrête. Et Tommy, aujourd'hui, est-ce qu'on a comme l'impression que le ministre Agadasi est débordé? Non, est-ce qu'il est débordé? S'il est débordé, il n'a qu'à rendre... Parce que vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, il est le directeur général de l'ANSAT et au même moment le ministre de l'Agriculture. Et puis, avec tout ce que cela comporte, je crois qu'aujourd'hui, parlant d'abord des prix, le ministère du Commerce aussi doit prendre sa responsabilité. Il y a un comité chargé effectivement de surveiller les prix des produits sur le marché. Il faut que ce comité travaille effectivement et que ce comité essaie de réguler les prix. Ça, nous sommes dans un état et chacun ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il faudra quand même qu'il y ait une petite régulation au niveau des prix pour que, chacun en abuse. Parce que vous savez, les vendeurs de maïs peuvent décider aussi, dans l'après-midi d'aujourd'hui, d'augmenter à 1200 dans le marché. Ils s'entendent tous, mais là, c'est le peuple qui est pénalisé, c'est la population. Parce que la nature a horreur du vide. Voilà. Maintenant, parlant effectivement de la responsabilité de M. Agadasi, je pense que c'est aussi simple que cela. Nous venons de finir même une élection présidentielle. S'il voit qu'il est fatigué, il veut retourner dans son armée, il veut aller servir, il veut reprendre les armes, il est libre, il peut retourner, il est un officier de l'armée. Maintenant, en tant que ministre de l'Agriculture et en plus directeur général de l'ANSAT, il faudra qu'il essaie de trouver une solution à ce problème de pénurie de céréales, en l'occurrence le maïs. Bon, pour le reste, moi je pense que je ne vais pas mettre tout sur le dos de Faure quand même. C'est lui le répondant général ou direct, parce qu'il est le président élu par le peuple. Mais si on continue comme cela, je crois que quand il y aura un problème de la lenteur de connexion Internet, on dit Fort Gnassingbé. Et quand il y aura problème d'électricité, de délestage dans les quartiers, on dit Fort Gnassingbé. Ce sera aussi trop facile. Il faudra que ceux qui sont à ces postes-là assument. Le moment où on va dire que M. Fort Gnassingbé, finalement, vous êtes incapable, c'est ce moment où, par exemple, à tous les niveaux, les feux sont rouges et il ne tape pas sur la table pour effectivement prendre sa responsabilité vis-à-vis du peuple. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller étape par étape. Il appartient au ministre Agadasi d'assumer sa responsabilité en expliquant d'abord ce qui se passe, en demandant à son collègue... En proposant surtout une mesure d'accompagnement. En sortant des stocks, parce qu'il paraît que nous avons toujours des stocks de maïs. Donc, il faut sortir d'abord ces stocks. Il faut expliquer ce qui s'est passé et il faut que le ministère du Commerce essaie de réguler le prix. Et vous savez... Sans oublier le ministère des Transports, parce que là, on a pointé du doigt d'abord... mais souvent, le prix du transport s'augmente quand il y a augmentation du prix de carburant. Ça, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, certains tassimènes peuvent peut-être dire, parce que le maïs coûte cher, donc non, ça n'a pas c'est pas normal. C'est quand le prix du carburant s'augmente qu'on peut dire, et généralement, le ministère en charge du commerce, le ministère des Transports et autres là, essaie aussi de revoir le prix de transport quand il y a une augmentation. Maintenant, le problème dans notre pays, c'est qu'avant, on ne pratiquait pas la vérité des prix. Et depuis un moment, on pratique la vérité des prix. Mais quand on augmente le carburant et le prix du carburant et on augmente aussi le prix de transport, quand on diminue le prix de carburant, on ne prend pas soin de diminuer le prix du transport. Voilà. Ce qui fait que si vous prenez le tronçon
Kedranawe à Sigame, au Grand Marché. Depuis toujours, ça a commencé par 50 francs, 100 francs, et aujourd'hui, on est pratiquement à 400 francs. Je n'ai plus pris ça fait longtemps. Pratiquement à 400 francs. Mais le jour où le baril va diminuer au niveau international et on va diminuer le prix de carburant, on ne va pas prendre soin de ramener le prix de transport. Donc ça aussi, ça constitue 250 ou à 300. Un facteur qui répercute aussi sur le... Alors, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est la population qui souffre. Parce que ceux qui sont bien nantis, la minorité dont M. Faure-Gnassingbé avait parlé lui-même dans son discours, ce qui était une erreur, parce que en tant que chef d'État, si vous constatez qu'il y a une minorité qui essaie de dilapider les fonds du pays, vous êtes en droit de demander à la justice de faire son travail vis-à-vis de cette minorité. Ça, c'est soit dit en passant. Mais c'est cette minorité qui ne va même pas aller au marché pour s'acheter du maïs. Cette minorité qui a la possibilité de commander 10 à 100 sacs de maïs, cette minorité ne va rien sentir. Mais c'est le bas peuple, c'est le citoyen lambda, c'est ceux qui sont dans les quartiers, ceux qui ne mangeaient pas 3 fois par jour, qui mangeaient une seule fois par jour, c'est ces personnes-là qui font encore face à ce grave problème de pénurie de maïs et puis de cherté des prix des produits sur le marché. Je crois que nous avons un gouvernement qui doit réagir. Si Agadazi ne peut pas réagir, que le Premier ministre Ahmed Zounou réagisse, ou dans le cas contraire, que Faure-Gnassingbé réagisse. Je suis d'accord avec mes confrères quand ils disent qu'il faut des fois une descente sur le terrain. Mais en même temps, vous savez comment ça se passe. Souvent, c'est du folklore. On invite le président à venir présider une cérémonie de remise de tracteurs. Vous avez déjà vu ça, non? Pour les paysans. Il y a même des festivals d'agriculture où il est invité. Mais est-ce que ça résout véritablement le problème? Comment est-ce que nous pouvons comprendre que nous, un pays comme le Togo, où nous avons une terre fertile, nous continuons par importer du riz en grande quantité de l'étranger, alors que nous avons le riz de Corrier, que nous pouvons développer, améliorer. Aujourd'hui, nous avons la coopération avec certains pays comme la Chine. En Chine, on cultive dans les chambres. On cultive dans les chambres. On s'en fout du climat, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Mais pourquoi ne pas importer effectivement en grande échelle? Parce que j'ai vu quand même une initiative de ce genre dans ce pays, à grande échelle, mais c'est ces projets-là qui sont exécutés. Au Burkina Faso, mais ils sont un pays de Sahel, vraiment, il ne pleut pas tous les jours, il ne pleut pas 2 fois, c'est une seule pluie, et des fois même cette pluie est rare. Mais c'est le Burkina Faso qui nous nourrit en tomates et en oignons. Pourquoi au niveau de notre agriculture, de notre ministère en charge de l'agriculture, on ne sait pas d'encourager aujourd'hui les paysans togolais? Mais c'est des gens qui se considèrent comme les plus pauvres du pays. Allez aux États-Unis. Ce n'est pas qu'ils se considèrent, mais ils sont les plus pauvres. Ils sont les plus pauvres. Mais aux États-Unis, quand on te dit c'est un paysan, mais attention, il n'a rien à envier au directeur de société de nos pays africains. Oui, mais excusez-moi. Je crois que moi, je suis heureux que Tony nous ait rejoint en fin de compte dans notre dans la lecture qu'on faisait de la situation. Vous vous rendez compte, par exemple, que pour le PNIASA, il n'y a pas de politique claire de gestion de l'eau. C'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture, moi je dis, même s'il n'y avait pas le PNIASA, la responsabilité, il est de la responsabilité de quelqu'un qui dit maîtriser, comment vous l'appelez, le cycle agricole togolais, qu'il fasse mettre en place une politique de gestion de l'eau. Et quand Toby donnait par exemple le cas du Burkina, le Burkina est moins béni en pluviométrie que nous. Mais pourquoi le Burkina arrive à nous alimenter en tomates? C'est parce que il y a des organisations locales, des organisations à la base où les paysans s'entendent, le gouvernement les accompagne à canaliser l'eau et à gérer l'eau. Il y a une politique comment vous l'avez dit, d'irrigation des champs, de drainage de l'eau, etc., etc. Mais voilà, mais quand, comment vous l'appelez, au Togo, il n'y a pas ça. On attend toujours dame nature. Mais il ne faut pas... C'est en cela, moi j'ai été offusqué en 2000, je crois que c'était en 2005 quand Sarkozy déclarait du haut du podium de l'université de Tchapanda Djoka au Sénégal que l'Afrique
a du mal à prendre le train, comment vous l'appelez, le train du monde, parce que on est là, chaque fois, on croise les bras et on tend la main. On tend la main, on attend que Dame Nature soit clémente à notre endroit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas gérer la nature? On ne peut pas gérer ce que la nature nous donne. Quand vous allez au Burkina, par exemple, je crois que c'était déjà... Moi, j'étais encore au lycée dans les années 95, enfin, aux environs, quand moi j'apprenais que le Burkina a fait venir des Taïwanais, puisque le Burkina n'a pas de coopération avec la Chine, le gouvernement burkina a fait venir des Taïwanais qui leur ont appris la technique d'éclatement des nuages. Parce que quand il ne pleut pas, il y a une technique pour provoquer la pluie. Mais depuis là, mais ça fait des années, ça fait ce dont je parle, ça fait bientôt 20 ans. Mais le Togo n'a jamais tenté cela. Le Togo n'a jamais tenté cela. Oh, d'accord. On ne demande même pas que le Togolais fasse des cultures dans leur chambre. Exploitons déjà les terres qui existent. Les terres qu'on a. 80% de nos terres ne sont pas encore exploitées. Exploitons déjà ces terres-là. Voilà, on vous a assez compris, oui, Achille. Je dirais que chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Quand le pays est mal géré depuis le sommet, il n'y aura que du désordre dans le pays. Récemment, le rapport qui est sorti, le Togo est le seul pays, le premier pays en Afrique qui est un pays dictatorial et deuxième sur le plan mondial. Mais quand ces rapports sortent, le gouvernement en fait quoi? Il oublie ça. Mais il s'agit de quel rapport? Le rapport qui est sorti récemment où la qui dit que le Togo est le deuxième pays de dictature? Au monde, oui, au monde. Au monde? Oui. Non. Oui, non, va te renseigner. Et en Afrique, le Togo est le premier pays. On revient. C'est là. Et tu sais, les rapports viennent des organisations. Certaines organisations ne sont même pas. On revient autour du pays. On revient, si vous permettez, on revient autour du sujet. La question que je voudrais, on revient autour du sujet. On revient autour du sujet. La question que je voudrais poser à Achille aujourd'hui, c'est vrai que certains analystes estiment que c'est parce qu'il ne pleut pas, parce que Joël a sorti tout à l'heure la question, ne pleut pas, que le maïs, le stock qu'on avait est épuisé, on n'a plus de stock de remplacement, qu'on assiste à cette flambée. Oui, même s'il ne pleut pas. Joël avait parlé des jeunes qui se sont... Ils étaient allés en Israël. Récemment. Ils font quoi de ces jeunes-là? On n'a pas forcément besoin de la pluie avant de produire ces choses-là. Quand ils sont allés là-bas, c'est à cause de la pluie qu'ils sont allés apprendre là-bas? Non. Il y a un système là-bas. Sans la pluie, ils peuvent produire des choses. Les jeunes sont allés. Ils ont fait pratiquement 5 ans. Ils sont revenus. Ils en font quoi de ces jeunes-là? Est-ce qu'ils ont mis en application ce qu'ils sont allés apprendre là-bas? Bon, il y a souvent des stocks au niveau de l'ANSAT. Ces stocks-là, c'est jusqu'à quel niveau ils ont ce stock-là? Ces stocks-là doivent être réservés au cas où il y a pénurie. On sort les stocks-là. Mais aujourd'hui, où sont ces stocks? Ils les ont vendus ou c'est évaporé? C'est ça que je dis. On attend, comme les uns et les autres l'ont dit, on attend le ministre Agadazi, et forcément... Même si Agadazi sort, il nous dit que ceci. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de tout ça là? C'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance. Parce que quand on nomme un ministre, il n'assure pas qu'elles sont faites. On le remplace rapidement. Au Togo, nos ministres n'ont pas cette culture-là de démissionner. Ils sont là, ils disent non, je suis là, et ils prennent ce poste ministériel comme une fonction. Les gens sont là, ça fait 10 ans, 5 ans, 8 ans dans le gouvernement. Ils font quoi? Mais il faut de nouvelles personnes, il faut de nouvelles têtes pour faire avancer le pays. Le pays ne peut pas avancer avec une seule personne. Très bien, on vous a assez compris. Sur la question de la pluie, effectivement, quand on a un gouvernement, on n'a pas besoin de la pluie pour pouvoir nourrir son peuple. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Mais on en a besoin parce que les cultures tirent leur pouvoir de germination de la pluie. Nous avons de l'eau sous la terre. Nous avons de l'eau qui stagne dans nos milieux. Même à Lomé, nous avons de l'eau qu'on peut exploiter. Et nous avons la coopération avec le Ghana. Il y a la Volta même. On peut drainer de l'eau et l'utiliser pour l'irrigation, pour l'électricité et pour beaucoup d'autres choses encore. Je pense qu'aujourd'hui, le problème qui se pose même au niveau de l'ANSAT, même s'il ne pleuvait pas, l'ANSAT devrait être capable d'avoir du stock nécessaire pour pouvoir nourrir le Togo. Du moment où nous avons osé vendre du maïs aux pays voisins, ça veut dire que nous en avions tellement que même s'il ne pleuvait pas pendant 2 ans, nous pouvions continuer par nourrir notre population. Mais si vous vendez du maïs, vous vendez des céréales aux pays voisins, ce qui est une bonne chose de coopération sud-sud, mais si vous vendez ça aux pays voisins, et puis maintenant votre peuple a faim,
là, on va vous traiter d'un mot que je n'ose pas utiliser sur le plateau. Mais essayons de regarder les choses. Moi, je pense que le département de l'agriculture doit assumer sa responsabilité ou démissionner tout simplement. Et puis, au niveau de l'ANSAT, nous allons continuer maintenant par voir clair dans les choses. Il faut qu'au niveau de l'ANSAT, qu'on nous sorte la feuille de route. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est fait concrètement. Il ne s'agit pas, ils nous écoutent tous dans leur bureau présentement. Il ne s'agit pas de rester dans les bureaux bien climatisés, mais il faut travailler sur le terrain. Sortez, allez dans les marchés, voyez la réalité, essayez de trouver une solution à cette pauvre population qui a malheureusement placé sa confiance en vous, nos autorités, voilà. Vous, gouvernement. Très bien, on vous a assez compris. Hier, je discutais avec quelqu'un, Joël, et puis c'est un jeune collégien qui me dit, mais grand frère, je peux poser une question? Il dit, oui, allez-y. Il dit, et vous dites qu'il ne pleut pas. Nous, on lit des choses sur Internet. Est-ce que vos retenues d'eau, là, les eaux qu'on stagne dedans, les eaux qu'on recueille dedans, est-ce que ce n'est pas l'eau qui peut aussi servir en agriculture? Je n'ai pas pu répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre parce que je suis sûr que vous avez été indigné par la gestion qui est faite même de l'agriculture en général et de ces eaux-là. Mais moi, je dis, même si on ne va pas les utiliser pour irriguer les champs et autres là, je dis même ces eaux, c'est-à-dire que l'usage immédiat. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces eaux pour la pisciculture par exemple? C'est une eau qui est là-bas, qui stagne. Or, les Togolais expriment de plus en plus leur goût pour la consommation du poisson, par exemple du poisson braisé. Et le poisson braisé se trouve à 3 000 francs sur le marché. Et au bord de la route, quand tu vas dans le restaurant, c'est un prix un prix fort, oui. Pendant qu'au Burkina, à côté, où on le dit, la nature est moins clémente là-bas que ici, tu trouves le poisson à 500 à 1000 francs, une grosse barre de poisson à 500 000 francs. À un moment donné, c'est pour se demander, est-ce qu'on passe vraiment au peuple? Est-ce qu'on passe vraiment au peuple? Parce que moi, je viens, c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments qui montrent qu'on ne pense pas au peuple. Parce que vous voyez, tous les ministères qui rentrent dans le social, regardez comment c'est géré. Vous voyez le ministère de la Santé, ça existe? Ça n'existe même pas. Non, ça existe parce que c'est un portefeuille qui est géré par le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est ministre de la Santé. Il est à la fois Premier ministre et ministre. C'est comme le président est également ministre de la Défense. Ça, c'est pas non. Que le président soit ministre de la Défense, on peut encore comprendre parce qu'il est le chef suprême des armées. Ce n'est pas loin. C'est-à-dire que les contenus des portefeuilles ne sont pas loin. Dans notre organisation, le Premier ministre est également ministre de la Santé. Il est à la fois ministre du tourisme aussi. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Le tourisme, je dis, la santé n'est pas occupée, ne trouve pas de responsable. Le tourisme qui constitue la troisième source de revenus pour le pays. Donc qui est, comment vous l'appelez, qui génère des revenus directs dans les poches des citoyens. Mais le tourisme n'a pas de ministre. Mais quand nous prenons le ministère qui s'occupe de la jeunesse, ce ministère, à cette ministre seule, on a confié près de 4 à 5 portefeuilles. Elle s'occupe à la fois de l'artisanat, qui touche directement la poche des citoyens, et celle qui s'occupe de, je crois, 11 projets au total, 11 projets confiés à une seule ministre, qui, elle, se trouve être à la fois la directrice de cabinet de la présidente de la République. Mais attendez, le résultat, c'est ce qu'on a obtenu au terme des élections. Les Togolais ont carrément sanctionné le chef de l'État parce que le social, on a comme l'impression que... Est-ce que c'est véritablement sanction? On va y arriver. Mais puisque vous l'avez évoqué, l'autre volet politique, on va l'attaquer tout de suite parce que après l'élection, après la prestation de serment, c'est vrai, on attend jusque-là la démission du gouvernement actuel pour aller vers l'installation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Quelle alors équipe gouvernementale face à tous ces défis, surtout si on prend le volet social qui a trait à l'alimentation, à l'agriculture, débattu ce matin? Oui, moi je voudrais dire d'abord concernant la démission de l'équipe gouvernementale, c'est le 16 qui est la date réglementaire, puisque la Constitution dit le chef de l'État lui prend fonction 15 jours après la proclamation de l'État par la Constitution, le 16. Raison pour laquelle on a mis la cérémonie de l'institution sur le 16. Ça, c'est un autre problème d'ailleurs. Parce qu'on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on a royalement décidé de jurer, de lire la Constitution selon son humeur, en séparant la prestation et serment de l'investiture. Ça, c'est un autre problème. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse de mauvais exemples à cet élève-là, par exemple, qui vous a posé la question.
Pourquoi est-ce qu'on a de l'eau qui est retenue quelque part, mais on parle de l'absence de pluie? On va y revenir, on va parler d'abord compte tenu du temps. Le Togolais n'est pas con. Alors, quel ministre, quelle équipe gouvernementale face à tous ces défis? Non, je crois que je dis, moi je reviens toujours sur les résultats de ces élections, tant le taux d'abstention que le suffrage qui est le chef de l'État, c'est plein de messages. Celui qui veut entendre, que celui qui veut entendre, que celui qui veut tirer des conclusions pour imprimer un autre rythme de gouvernance au Togo, qu'il le fasse. Mais s'il ne le fait pas, aujourd'hui les Togolais ont choisi la résignation. Parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens de dégager ceux-là qui sont là, enfin, qui les régent aujourd'hui. Mais ça ne restera pas tel jusqu'à l'éternité. Donc, c'est-à-dire que le choix de l'équipe gouvernementale à venir doit se baser sur le message que les Togolais ont envoyé lors de ces élections 2015. Parce que déjà, les gens sont encore plus déçus. D'abord, ceux qui n'ont pas été votés, c'est un message qu'ils ont envoyé parce qu'ils ont été déçus, ils ne croient plus, comment vous l'appelez, aller au vote pour obtenir le changement qu'ils veulent. Mais encore, ils ont été plus déçus par la façon dont les résultats ont été proclamés. Moi, je dis, ça dit qu'aucune... Les résultats n'ont pas été proclamés avant l'abstention. Attendez, je dis plus déçus par la façon dont les résultats ont été... C'est-à-dire que ceux-là qui ont été votés, ceux-là qui ont été exprimés leur voix, la façon dont la gestion, leur voix a été gérée. Donc en clair, aujourd'hui, il faut tenir compte des différentes aspirations ou des différents messages envoyés par les populations dans le choix de l'équipe qui va accompagner le quinquennat. Et bien avant les élections, les Togolais ont envoyé un message très fort. Vous voyez l'ampleur que prend les appels aux grèves de la STT. Mais la STT est composée de... Les gens disent que c'est seulement 50 000 Togolais. C'est pas seulement 50 000 Togolais. Derrière eux, il y a beaucoup de bouches à ouvrir. Il y a beaucoup, beaucoup de sympathisants de la STT. Hein? Quand vous prenez la STT, l'essentiel des syndiqués de la STT sont de UNIR. Mais puisque, attendez, c'est UNIR qui a dirigé le pouvoir pendant 48 ans. Mais dans l'administration... Non, ça ne fait pas 48 ans, quand même. C'est le même régime qui a dirigé le pouvoir pendant 48 ans. Dans il y a eu le RPT et après il y a UNIR. Excuse-moi. On nous a parlé de fusion-création. Dans l'administration, je suis dominé par ceux qui sont proches du pouvoir. Et pourtant, c'est eux qui sont les premiers à aller en grève. À dire non, nous ne sommes pas d'accord sur les salaires qui nous sont payés, nous ne sommes pas d'accord sur les traitements qui nous sont faits. Donc, je crois qu'il y a assez de signaux qui doivent guider aujourd'hui le chef de l'État dans le choix de la nouvelle équipe. À imprimer un nouveau rythme, à carrément changer l'équipe là qu'il a servi jusqu'ici parce que, comme le disait un confrère tantôt sur un plateau, le chef de l'État souffre plus de son entourage que l'opposition ne lui crée de problèmes. Très bien. Avant de rejoindre Tommy, Achille, par rapport à tous ces défis, on a parlé, c'est vrai, depuis le début de la semaine, autour de ce plateau, on a parlé des réformes constitutionnelles et institutionnelles, on a parlé de la santé, on a parlé de l'éducation. Tout à l'heure, Joël a évoqué le cas du tourisme. Aujourd'hui, face à tous ces grands défis, surtout, puisque sans oublier que le chef de l'État lui-même a dit qu'il va insister plus au cours de ce quinquennat du volet social. Quelle équipe alors pour l'accompagner? D'abord, je dis directement que M. Fagnasimbe était très mauvais gagnant. Ça, c'est clair. C'est-à-dire Parce que, Joël l'a dit, en 2010, Faure a été élu à 60%. Entre 2005 et 2010, qu'est-ce que le président a donné aux Togolais? À part les exilés politiques, à part les prisonniers politiques, son frère Fagnasimbe enfermé, tout ça là, Faure n'a rien fait. De 2010 à 2015, ils ont apporté APSEF, AgriSEF, FNFIE, des trucs comme ça, ils ont créé des emplois. Mais entre 2010 et 2015, il est moins réélu qu'en 2010. Ce n'est pas possible, ça ne se comprend pas. Il y a censure. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un très mauvais gagnant. Commençant par là, moi je n'entends rien de son gouvernement parce que, quoi qu'on dise, quand le leader, la tête est pourrie, bon, imagine le corps et les membres et les pieds. C'est pas possible. Donc je n'entends rien de ce gouvernement. Mais ce que je dis, il va falloir qu'à un moment donné, que les Togolais ouvrent les yeux. Parce que c'est seulement au Togo et à l'international que les gens pensent que les Togolais sont tellement bêtes à voter pour une seule famille pendant 50 ans. Ce n'est pas possible. Alors que c'est la jeunesse togolaise qui est plus opprimée. C'est la jeunesse togolaise qui souffre de plus. Maintenant, c'est à cette jeunesse-là qu'on va donner des miettes, des vivres pour aller voter. Vous prenez les 2 000 francs, vous prenez les 5 000 francs, vous votez, c'est parti, vous mangez ça pendant 2 jours. Et c'est parti encore pour 5 ans.
Donc moi je me dis déjà que la tête est pourrie, je n'entends rien de ce gouvernement, je ne sais pas ce qu'ils feront. Bon, d'habitude il y a des ministres qui seront reconduits, je ne sais pas ce qu'ils feront, ils seront au même poste, ils feront les mêmes choses et ça continue comme ça, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Bon, nous avait parlé à l'arrivée à la création du parti uni, on nous avait parlé, l'ancien secrétaire général du RPT, M. Solita qui est sort, nous avait parlé rigoureusement sur une chaîne télévision que c'était une fusion-création. Le gens lui a dit non, il dit non. Il n'y a pas de dissolution, que c'est une fusion-création. Et je rappelle en passant que quand UNIR a été créé, il y avait de nouvelles têtes au sein de UNIR. Les anciens barons du EPT, ils ont laissé les jeunes là aller, ils ont vu comment ils allaient travailler, et après ils sont rentrés, ils ont dit non, bon, on va faire ceci. C'est les mêmes barons qui ont embrigadé aujourd'hui UNIR. Et c'est la même méthode du EPT qui se voit aujourd'hui au sein du UNIR. Donc en clair, vous n'attendez rien de Manuel Vivien Tony, mais avant de vous rejoindre, je tiens à préciser quand même que si on se souvient du discours du chef de l'État et de son comportement au congrès de Blita, il a bel et bien dit en conclusion que le RPT était dissous. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faudra pas se tromper. Mais avant de revenir à la question principale, je voudrais juste signaler que si tout marche bien et si nos informations sont bonnes, c'est plutôt le 23 qu'il y aura l'investiture. En réalité, dans notre Constitution, l'article 63 et 64 n'exige pas une investiture. L'article 63 et 64 parlent plutôt de la prise de fonction, de la prestation de serment, et l'article 64 a même disposé de la formule que le président doit prononcer. Donc maintenant, c'est dans nos habitudes de faire prestation de serment et investiture, comme dans d'autres pays. Et cette année, il a été décidé par les autorités de faire prestation de serment à part, dans une salle pas trop grande, et de faire après l'investiture, peut-être à ciel ouvert, avec des invités, notamment de la sous-région et la population, ceux qui peuvent se déplacer. Donc, bon, on attend de voir parce que c'est une information à confirmer par le gouvernement, mais ça devrait être plutôt le 23, de ce mois. Maintenant, pour revenir à la question du gouvernement, je ne crois pas que ce soit je ne sais pas, c'est si important d'attendre la démission de ce gouvernement ou pas, du moment où c'est la même personne qui a gagné. C'est la même personne qui avait nommé ce Premier ministre, qui avait nommé les ministres qui est là, et il lui revient peut-être, suivant sa nouvelle stratégie, de changer de gouvernement et quand il veut. Maintenant, nos tests ne sont plus les mêmes comme en 1992, où le président était obligé de nommer le Premier ministre dans une majorité parlementaire. Mais aujourd'hui, le président est libre de nommer qui il veut. Il peut même nommer quelqu'un de sa propre famille politique et même de sa propre famille biologique. Mais c'est seulement le bon sens qui voudrait qu'on fasse l'ouverture. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se trompe, vu que les auditeurs et les téléspectateurs ne se trompent pas. Du moment où un président de la République te nomme Premier ministre, tu as déjà ta lettre de démission qui est chez ce président-là. Voilà. Au cas où un problème arrivait, le président ne fera que donner la copie de ta lettre de démission à la presse et puis le tour est joué. C'est souvent comme ça, ça se passe. Et au Togo, c'est la même chose. Aujourd'hui, si Fonia Singbe dit à Oumé Zounou démissionne, ou bien Fonia Singbe dit bon, allez, je suis prêt pour former un nouveau gouvernement, le même jour, vous allez recevoir la copie de la lettre de démission de Aoumé Zounou. Maintenant, il ne faut pas se tromper non plus. Dans le prochain gouvernement, il y aura des ministres qui seront reconduits, il y aura de nouvelles têtes. Et ce que moi, j'aurais souhaité en tant que média, c'est qu'il y ait une ouverture et que, pourquoi pas, ceux qui ont participé à l'élection puissent se retrouver dans le gouvernement. Les candidats, s'ils le veulent, et après consultation, pourquoi ne pas travailler ensemble pour bâtir ce pays? Même les partis politiques qui n'ont pas participé à l'élection directement, je vais parler du CAR et autres, mais je pense qu'il revient au président de la République de montrer sa bonne foi en consultant tout le monde, et ceux qui le voudraient bien peuvent apporter leur pierre
à la construction de notre cité. Parce que pendant que nous sommes là attablés sur les querelles politiques, les autres pays sont en train de faire un bond économique. Il est temps qu'on cesse ces petites querelles politiques et qu'on s'occupe du développement de notre pays, qu'on s'attaque à l'économie, qu'on s'attaque à la recherche et qu'on fasse avancer véritablement cette nation, ce pays, le Togo. Voilà, donc il reste moins de 2 minutes. On va faire 20 secondes au maxi. Oui, mais ça veut dire que moi, je tiens à regarder les choses. C'est une obligation que quand le chef de l'État, que ce soit la même personne qui soit réélue 10 fois, c'est une obligation que le Premier ministre en fonction démissionne officiellement. C'est que c'est une exigence. Avant d'être reconduit ou pas. On n'a pas précisé le jour où il doit démissionner. Non, moi je ne parle pas du jour, mais je dis, c'est-à-dire que si il faut exiger du Premier ministre une démission, il faut se référer à la Constitution, on dit le chef de l'État prend fonction 2 semaines après la proclamation des résultats. Donc ça veut dire qu'à partir du 16, si Ahmed Zounou ne démissionne pas, c'est une anomalie. Non, on n'a pas dit c'est une anomalie. À partir de 15 jours, il faut un nouveau gouvernement. Non, on a dit le chef de l'État prend fonction. Excusez-moi. Quand on dit le chef de l'État prend fonction, supposons que c'est Rodé qui a été élu. Oui. Tu prends fonction, tu vas travailler avec Ahmed Zounou qui a été nommé par Fonia Simé. Mais ça veut dire qu'il démissionne avec toute son équipe. Bien sûr. Donc ça veut dire que si Fonia Simé, puisque, attendez, et Fonia Simé qui a été élu n'est pas le Fonia Simé qui était là en 5 ans, juridiquement, ce n'est pas la même personne. Attendez, si Fonia Simé prend fonction le 16 mai prochain, ou le 23, bon, normalement ça a été le 16 mai. Si on va au 23, ça veut dire qu'on a choisi encore de violer la Constitution. Non, il y a eu déjà prestation de serment. Non, ça veut dire que le chef... Attendez. Normalement, la prestation de serment devait intervenir. La Cour constitutionnelle proclame les résultats et le chef de l'État prend fonction 15 jours après. après. La Constitution a été bien claire. C'est-à-dire que normalement, après la proclamation des résultats, on doit attendre. Donc, en clair, aujourd'hui, Ahmed Zounou et son gouvernement doivent démissionner et le président doit aller à... mais on n'a pas les délais. En 2 mots, Achille. En 2 mots, je veux juste rappeler que le CAP 2015 est toujours dans sa contestation. Oui. Et ils ont adressé un courrier. On avait voulu en parler, mais... à l'OIF qui doit les répondre le vendredi. Et si l'OIF ne répond pas, bon, ils disent qu'ils vont appeler la population à prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, le Togo a 2 présidents. Le président de la CENI. Écoutez, le président de la CENI a proclamé Fonia Simé. Voilà, on vous a assez compris. Je rappelle que si on s'en tient au résultat, si on s'en tient au résultat proclamé par la Cour constitutionnelle, c'est Fonia Simé qui a été proclamé. Maintenant, merci donc aux uns et aux autres. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Bien de choses chez vous. Restez fidèles au reste du programme. Au revoir.